Merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde très matinale sur un sujet aussi compliqué. Donc on va parler aujourd'hui, ce matin, de monde subatomique, expression un peu mystérieuse dont j'espère que nos participants pourront élucider rapidement. Donc nous avons la chance d'avoir en commençant à l'extrême gauche Raphaël Granier de Cassagnac, qui est un homme à multiples casquettes, qui est ici comme écrivain de science-fiction. Vous avez probablement, certains d'entre vous ont lu ses romans. Je me souviens tu avais commencé par des nouvelles de fantasy il y a bien longtemps. J'ai passé maintenant à des romans un peu plus art science qui ont reçu un certain nombre de prix d'ailleurs, le prix Imaginal, le prix du lundi. Donc un auteur assez important sur la scène actuelle, mais qui est là aujourd'hui en tant que physicien, donc physicien en CNRS, spécialiste de choses. On parle de physique subatomique, mais presque encore plus bas que la subatomique, tout au fond du subatomique, de mélange de quarks, de gluons, de choses qui se manifestent soit dans des très grands accélérateurs, soit au moment du Big Bang. Donc on va remonter sans doute très très loin dans l'histoire. Et qui a été, je crois, aussi président de la section de physique nucléaire du CNRS. Donc il y a aussi une casquette d'administrateur de la science. À sa droite, nous avons Marine Van den Broek, qui est physicienne également, mais au CEA, qui travaille sur des objets dont on disait qu'ils étaient beaucoup plus lourds, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Donc essentiellement des noyaux métalliques avec lesquels qu'elle envoie les uns sur les autres pour produire des collisions affreuses et des choses très compliquées dont elle pourra nous parler un petit peu. Et à côté d'elle, Nathalie Besson, qui elle est essentiellement une théoricienne, je crois. Ah, pas du tout. Spécialiste de physique des particules en tout cas, travaillant également physicienne au CEA, travaillant en particulier sur des grands accélérateurs du CERN, sur l'EHC, sur l'expérience Atlas par exemple. Et j'allais dire donc spécialiste du modèle standard, mais apparemment pas, donc pas théoricienne, mais quand même spécialiste du modèle standard. Et donc un panel assez large qui nous permet d'aller pas jusqu'aux objets macroscopiques, mais en tout cas des constituants les plus fondamentaux de la matière, jusqu'à des noyaux relativement lourds. Et je serais tenté de vous demander de commencer par nous donner votre définition de ce terme. Est-ce que ce terme de monde subatomique vous paraît adapté pour décrire quelque chose d'aussi divers? Est-ce qu'il est couramment accepté aujourd'hui, Marine? Alors je vais commencer parce que du coup c'est moi qui travaille sur les objets les plus gros, donc on va zoomer peut-être au fur et à mesure. Oui bien sûr c'est un terme qui est toujours adapté. L'atome est considéré comme une brique de la matière. On sait maintenant depuis le début du XXe siècle qu'il n'est plus une brique élémentaire, mais ça reste une brique. L'atome, c'est quoi? C'est un noyau autour duquel gravitent des électrons qui sont chargés négativement. Ce noyau est lui-même composé d'un certain nombre de protons et de neutrons. Les protons étant eux chargés positivement, et du coup notre description toujours actuelle est que par exemple un atome avec un noyau qui aurait un proton est un hydrogène, un atome avec un noyau qui a 2 protons est un hélium, etc. Donc ça c'est la description de l'atome. En zoomant un petit peu donc vers ce noyau, on a après le noyau qui est lui composé donc d'un certain nombre de protons et de neutrons. Le nombre de protons, comme je disais, caractérise l'élément. Et le nombre de neutrons varie plus ou moins autour du nombre de protons et va nous permettre d'avoir tout un panel de noyaux, des noyaux stables aux noyaux radioactifs car riches en neutrons ou riches en protons, etc. Voilà. Alors, si on zoome, je suppose que là on arrive à moi. Donc pour moi, un proton, c'est très gros. Je m'en sers juste au LHC pour les smasher les uns contre les autres et créer de la matière nouvelle, des particules nouvelles. Moi, mes objets d'étude, c'est les particules élémentaires, donc pas composites. Donc moi, je vais aller regarder, par exemple, des particules de matière. Alors, il y en a que vous connaissez très bien. Hein. La particule de matière élémentaire, la plus connue, c'est l'électron. Mais il a aussi des cousins qui sont très rigolos, des muons et des tauons. Et puis, on a aussi les quarks. Mais alors, à mon échelle à moi, avant de passer la parole à Raphaël, les quarks, moi, je ne peux pas les observer individuellement parce qu'ils sont
collés entre eux par une interaction qui s'appelle l'interaction nucléaire forte et qui m'empêche, qui a des propriétés bizarres, qui fait que plus on essaye d'éloigner les quarks les uns des autres pour les regarder individuellement, plus cette interaction ramène les quarks les uns vers les autres. Donc moi, je vais voir des tas de quarks. C'est pas mes particules préférées parce que des tas, c'est pas élémentaire. Donc moi, au LHC, je vais plutôt regarder d'autres particules élémentaires qu'on appelle les bosons vecteurs, qui sont responsables d'autres interactions, par exemple l'interaction faible, des bosons qui s'appellent Z ou W, qui sont donc mes chouchous parce qu'ils ont des noms rigolos, et qui nous permettent d'étudier le modèle de la physique des particules qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules. Et voilà, donc à mon échelle à moi, ce qu'on regarde, c'est les briques élémentaires, mais certaines, on ne peut pas les regarder individuellement, alors que quand on monte en densité d'énergie, et je passe la parole au troisième, là on commence à faire des choses plus marrantes. Ouais, donc le monde subatomique, ça, bon, on est en train de descendre en échelle de distance un petit peu, hein, donc ça commence, ça veut dire sous l'atome, hein, vous avez tous compris que ça voulait dire sous l'atome, plus petit que l'atome. Donc ça commence avec les noyaux, effectivement, et puis après, donc protons, neutrons et les quarks. Et monde, c'est bien trouvé, je trouve. Bon, c'est pas un monde comme le nôtre, hein, tout à fait, mais c'est un monde qui est extrêmement complexe. Il y a énormément de noyaux. Comme tu l'as dit, hein, il y en a, je sais pas, 200 plus toutes les variations de neutrons qu'on peut imaginer. C'est à peu près 300 stables, on en connaît à peu près 3000 déjà étudiés, et on estime à peu près à 10 000, donc il y en aura à peu près encore 7000 qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas découvert. Voilà, c'est toute une zoologie. Et alors moi, ce que je fais également au LHC, enfin c'est pas moi qui le fais, hein, on le fait pour moi, et puis moi j'étudie ce qui en ressort, c'est de prendre des noyaux, justement, des noyaux les plus lourds possibles, donc dans notre cas c'est des noyaux de plomb, dans lesquels on enlevait tous les électrons, on les envoie les uns sur les autres. Et ça crée une petite bulle dont la densité d'énergie ou la température, comme vous voulez, est extrême. C'est la plus grande température qui a jamais été fabriquée par l'homme sur Terre. Et il y avait des prédictions théoriques, et ça a été vérifié expérimentalement. D'ailleurs, on pourra revenir sur expérimentateur théoricien tout à l'heure, qui prédisait que les quarks, comme tu disais, qui peuvent pas être libres dans le monde normal, donc qui sont normalement coincés dans des protons et des neutrons, et ben se libèrent. Quand on atteint c'est comme la glace qu'ils font, quoi, quand on atteint ces températures-là. Donc nous, ce qu'on fait au LHC avec les liaisons d'ions lourds, donc d'ions plomb-plomb, c'est d'envoyer les ions plomb les uns sur les autres, d'observer, alors on l'observe pas directement, hein, mais de regarder cette petite bulle de plasma de quarks et de gluons, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est créée pendant un temps infinitésimal. Et donc dans cette bulle, les quarks et les gluons se libèrent, ils sont plus coincés dans des protons, les protons et les neutrons n'existent plus pendant un temps extrêmement court. Les gluons, on n'en a pas encore parlé, les gluons, c'est les particules qui collent. Je sais pas, vous connaissez Téléchat tous ou pas ? Non, ça commence à devenir trop... Non, ici il y en a qui connaissent. Donc il y avait le gluon du trou dans Téléchat, mais c'était bien inspiré. Donc les gluons, c'est les particules qui collent les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons. Donc voilà, en gros. Et ça, c'est le plus petit qu'on peut faire. Un quark, électron, c'est les particules les plus élémentaires qu'on puisse faire. Il y aura peut-être un monde sub-quarkonique plus tard, mais pas dans ces utopiales-là, quoi. On est revenu à plusieurs reprises effectivement sur cette différence entre théoricien et expérimentateur, puisque tu me tendais la perche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, toute notre physique, alors là, vous avez que des expérimentateurs sur ce panel, mais toute notre physique est faite d'aller-retour entre la théorie et l'expérience. C'est-à-dire, il y a, dans la physique subatomique, il y a eu des prédictions théoriques. Il y a des théoriciens qui disent pour que ça marche, il faut que. Et ça, par exemple, était le cas pour l'antimatière. La découverte de l'antimatière, c'est d'abord un théoricien qui dit pour m'en sortir avec mes équations, il doit exister de l'antimatière. Et puis après, en fait, en même temps, des expérimentateurs trouvent ce que les théoriciens ont prédit. C'est le cas du boson de Higgs récemment. Et puis il y a l'inverse. Il y a des fois, on a des grosses surprises dans nos expériences. Et on les donne aux théoriciens. C'est à eux de nous expliquer de quoi il en retourne. Par exemple, le muon, comme tu disais, au début, on pensait qu'avec la matière standard, hein, avec les protons et les neutrons, et les électrons, bon, plus le neutrino, ça faisait une espèce de petite famille qui rendait compte de tout ce qu'on observait. Puis un jour, quelqu'un a observé une nouvelle particule complètement inattendue. Donc, est-ce qu'elle appartient au monde subatomique ? Elle est plus petite que l'échelle de l'atome, c'est clair, mais il n'y en a pas dans un atome, bien qu'on pourra aussi revenir là-dessus. Il n'y en a pas au premier ordre dans un atome. Et donc voilà, il y a un aller-retour constant entre les théoriciens et les expérimentateurs. Et donc là, il n'y a que des expérimentateurs. Mais alors, l'expérimentateur, c'est celui qui confronte le modèle que des théoriciens ont créé
à l'expérience, mais pour pouvoir faire ça correctement, il doit quand même maîtriser un peu le modèle. Donc il le fabrique pas, c'est pas lui qui crée les modèles théoriques. Donc nous on crée pas de modèles théoriques. En revanche on les teste, donc on a intérêt quand même à les connaître un peu. Donc c'est pour ça on peut se dire spécialiste du modèle standard, du plasma quark gluon ou de la structure nucléaire, sans pour autant avoir construit ces modèles-là, quoi. On est un petit peu obligé de les connaître pour les tester correctement dans nos expériences. Au risque de paraître affreusement terre à terre, est-ce que vous pouvez nous situer les ordres de grandeur à la fois de nombre de personnes? Quand on parle d'une expérience, c'est une expérience de coin de table, et en termes de budget par exemple? Non, alors là c'est assez marrant sur ce plateau parce que quand on descend dans le noyau, on augmente le nombre de physiciens en gros. Et ça coûte de plus en plus cher. Donc Marine, je crois que les équipes c'est chez toi qu'elles sont les plus petites. En effet, en physique nucléaire, on arrive encore à avoir des équipes expérimentales et théoriciens, bien sûr, pour interpréter les modèles, qui peuvent être très restreintes. Donc, on arrive encore à faire des expériences et des publications où il y a 20 auteurs sur le papier, où les expérimentateurs, vraiment les personnes qui vont faire l'expérience, on est 5 ou 6 sur une expérience, et 1 ou 2 théoriciens qui vont interpréter les résultats. Ça commence à changer parce qu'on va vers des systèmes de détection de plus en plus complexes qui impliquent de plus en plus de détecteurs et vers des théories aussi de plus en plus complexes. Donc on commence maintenant à avoir des échelles de 100 personnes, quoi. Mais ça reste encore très restreint par rapport au monde de la physique des particules. Alors si on monte en nombre de physiciens, là c'est Raphaël qui prend la parole. Bah on a alors c'est bonne. D'accord, tu gagnes. Nous deux, on travaille sur les grosses expériences du LHC. Moi, je travaille dans une grande expérience qui s'appelle CMS, dans laquelle on est plusieurs milliers, 2000, 3000, je n'ai jamais tenu le compte exact. Mais je travaille dans cette expérience dans un groupe qui est relativement restreint parce qu'on s'intéresse à des collisions plomb-plomb et pas proton-proton comme le gros de l'expérience. Donc on est incrusté, si je puis dire, dans une expérience qui est grande, mais on restreint quand même l'activité à un groupe où on est une centaine, en fait, nous, à travailler. Alors, on bénéficie de tout le travail technique et de toute l'opération de l'expérience. Il faut beaucoup de gens pour faire tourner ces expériences, en fait. Mais si on met ça un peu de côté, en termes de publier des papiers, on travaille à, en gros, une centaine. En fait, les papiers, on signe tous. C'est-à-dire que comme on a tous construit l'expérience ensemble, tadam, une ponctuation. Ça doit parler de 2001 là-bas, je pense. Donc comme on profite d'un appareil qui a été construit de façon mutualisée par plein de gens, en fait on signe tous. Donc nos papiers commencent. Alors maintenant on a arrêté de commencer par liste des auteurs parce que c'est très chiant, 3000 noms, ça on les met à la fin maintenant. Donc 3000, ouais, en gros. 2000, 3000. Ouais, quand vous imprimez un papier d'Atlas ou de CMS, enlever les 20 dernières pages, c'est un annuaire. Donc dans Atlas, c'est pareil que dans CMS, sauf que pour une raison que j'ignore d'ailleurs, on est beaucoup plus nombreux. Donc je crois qu'on est entre 5000 et 7000 physiciens, techniciens, ingénieurs, théoriciens à travailler dessus. Mais comme disait Raphaël, par exemple, le groupe qui travaille sur le modèle standard, c'est extrêmement réduit. On se partage le boulot. Atlas et CMS sont des expériences qu'on appelle généralistes. Ça veut dire qu'elles couvrent un panel de sujets de physique très large. Et donc, on se partage le travail et on travaille en équipe beaucoup plus réduite. Par exemple, il y a le groupe qui travaille sur les propriétés du boson de Higgs, le groupe qui travaille sur, comme moi, les propriétés des bosons W et Z, et donc ce qu'on appelle l'interaction électrofaible, le groupe qui va travailler sur le quark top, qui à lui tout seul est un énorme sujet. Enfin, donc c'est fait au jour le jour, ça fait des équipes très restreintes. Mais pour faire tourner Atlas et pour en sortir des données, c'est 5 à 7 000 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est aussi corrélé au temps de l'expérience, quoi. C'est-à-dire qu'en général, une expérience en physique nucléaire, c'est 1 semaine, 2 semaines. Vos expériences, elles sont beaucoup plus longues, quoi. Donc ça implique forcément aussi plus de physiciens derrière, quoi. Et puis dans les physiciens, j'ai mis les techniciens et les ingénieurs. C'est quelque chose dont les gens n'ont pas conscience, mais ces expériences-là sont construites sur des temps extraordinairement longs. Si je me plante pas, c'est à la fin des années 80, début des années 90 qu'on se dit tiens, le LHC serait une bonne idée. Les premières vraies données pour la physique, on les a prises en 2009.
Donc voilà, il faut des dizaines d'années pour concevoir l'expérience, la construire, la mettre en marche. Et puis après, alors évidemment, il y a des petits changements, ce qu'on appelle des mises à jour, des upgrades, pour par exemple augmenter l'énergie, augmenter les densités des paquets de protons qu'on fait se collisionner. Donc il y a des modifications dans le cours de la vie de l'expérience, mais c'est des dizaines d'années d'exploitation d'une machine comme le LHC ou d'un détecteur comme Atlas ou CMS. Comment est-ce qu'on organise une expérience de ce genre? J'imagine qu'il y a des aspects politiques et économiques importants. Pour travailler pour 20 ans, comment est-ce qu'on peut décider 20 ou 30 ans à l'avance de lancer une expérience et de voir où on va arriver? C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça marche très très bien, moi je trouve. Et on devrait s'en inspirer d'ailleurs pour d'autres formes de gouvernance. Nos expériences aujourd'hui, elles sont dirigées sur le mode du consensus en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une politique de consensus. On doit essentiellement être tous d'accord pour publier un papier. Alors évidemment, on peut toujours trouver des gens dans les expériences qui sont pas d'accord. Mais la stratégie, c'est d'ouvrir des forums, donc des forums qui soient électroniques ou réels, dans lesquels on présente tout ce qu'on a à dire et puis qui ne dit mot consent et à la fin on publie si personne n'a une objection forte à la publication. Et c'est complètement différent de ce que tu trouves en politique ou dans les entreprises en fait. Et ça a comme conséquence par exemple que nos dirigeants, donc dans une expérience comme Atlas ou CMS, nos dirigeants c'est presque nous en fait. C'est-à-dire qu'on est physicien un jour, le lendemain on monte pour diriger un petit groupe de travail et puis éventuellement on monte comme ça jusqu'au grade le plus élevé dans l'expérience qui s'appelle un porte-parole. C'est pas un président, c'est pas un directeur, c'est un porte-parole, c'est quelqu'un qui est récipiendaire de la parole de l'expérience. Donc s'il y a un problème, c'est lui qui va au front un peu, mais c'est comme ça. Et puis le lendemain, cette personne-là, alors plus chez nous que chez vous, il redevient simple. Bah oui, Fabiola, elle est directrice du CERN aujourd'hui. Donc Fabiola, la porte-parole d'Atlas, est devenue directrice du CERN après, mais peut-être qu'elle redeviendra simple physicienne à la fin de son mandat. Hein. Donc pour revenir à ce que je disais, donc quand on devient chef et puis après on redevient simple physicien et ça marche très très bien. Et la notion de chef, c'est plutôt on est chef. Quand on est chef, on rend un service à la communauté à laquelle on appartient plutôt qu'on la dirige en fait. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement que moi je trouve remarquable. En plus, on fait ça avec des gens de pays extrêmement différents et des fois avec des nationalités assez sensibles. Moi, dans CMS, on a des Iraniens, des physiciens nucléaires iraniens. On pourrait imaginer que ça pose des problèmes, bah, ça en pose pas. Ça marche très bien. Et donc ça, c'est comment ça marche aujourd'hui. Et ça marche comme ça depuis le début, en fait. C'est-à-dire que pour fabriquer une expérience, on travaille ensemble, on réfléchit. Alors, il faut que chacun en aille parler à nos gouvernements pour ramener un petit peu d'argent. Les budgets, ils peuvent paraître gros, mais ils sont pas si gros que ça quand on compare au budget d'un hôpital ou d'une université ou d'entreprises plus mercantiles. Et donc voilà, donc tout marche comme ça par consensus. Et moi, c'est un des points de mon métier que je trouve absolument fascinant. Pour la petite histoire, ça fascine beaucoup de gens. Hein. Au CERN, on a vu passer beaucoup de chercheurs en sciences sociales qui s'interrogent sur le mode, parce que on parle quand même de quelques milliers jusqu'à la dizaine de milliers de chercheurs qui travaillent ensemble. Et ça marche, donc ça commence à être très macroscopique. Hein. Et il y a eu des chercheurs en sciences sociales, il y en a toujours, qui viennent nous observer et essayer de comprendre comment ça marche si bien. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres entreprises humaines internationales qui fonctionnent comme ça. Enfin, le point clé derrière, c'est qu'on fait pas d'argent, hein, en fait. On en utilise un petit peu, mais on n'en produit pas. Et ça change, ça permet, dans le monde actuel, ça change tout en fait sur ce qu'on peut faire. Comme on est loin du monde subatomique, là, on est plutôt dans le monde. On va y revenir. Voilà. Oui, mais donc pour revenir un peu plus à la physique et de nouveau en repartant du plus gros vers les particules élémentaires, Marine, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les enjeux sur lesquels tu travailles, par exemple? Alors oui, les enjeux en physique nucléaire actuelle, c'est vrai que des fois on a du mal à rivaliser avec les gros enjeux de la physique des particules, avec la recherche du boson de Higgs, par exemple, mais il y a encore tellement de choses à faire au niveau du noyau en lui-même. C'est un objet qui est extrêmement complexe en fait, le noyau, sous différents aspects. Déjà, c'est un objet qui réunit 3 des 4 interactions fondamentales. C'est-à-dire que le monde actuel, on arrive à décrire les lois de la physique, de la chimie, de la biologie avec seulement 4 interactions fondamentales qui sont la gravité, l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte. Et le noyau, c'est un objet qui en lui-même réunit 3 des 4 interactions fondamentales.
fondamentale. Donc rien qu'avec ça, c'est un objet très complexe. Il y a tout sauf la gravité au sein du noyau. Après, c'est un objet qui est un objet quantique, mais dont certaines de ses propriétés, on arrive à les définir avec des propriétés classiques. Donc il a une espèce d'échelle intermédiaire où il est suffisamment petit pour que ses propriétés ce soit quantique, mais en même temps suffisamment gros pour que des fois, si on le modélise par une goutte liquide, on arrive à comprendre des choses. Et au-delà de ça, ça couvre vraiment plein de... Voilà, on parlait de 300 noyaux stables, de 10 000 noyaux potentiels. À l'heure actuelle, on est incapable au niveau théorique de trouver une interaction forte qui reproduit les données de l'hydrogène, qui est le plus petit des noyaux, jusqu'à l'oganesson, qui est le plus gros des noyaux. On n'a pas une théorie de l'interaction forte. Donc il y a encore plein de choses à faire. Et c'est vrai que nous, en tant qu'expérimentateurs, ce qu'on peut faire, c'est aller pousser le noyau dans ses retranchements, le mettre dans des extrêmes, donc aller le mettre dans des configurations les plus exotiques, aller chercher les radioactivités les plus importantes, ou alors lui donner le maximum d'énergie dans nos réactions nucléaires, ou voilà, le pousser vraiment dans ses retranchements, parce que quand on le pousse dans ses retranchements, finalement ses propriétés, elles sont exacerbées, elles sont vraiment accentuées, et ça nous permet nous de mieux le comprendre, quoi. Donc on a encore plein de choses à faire, et comme il y a des très beaux développements techniques, technologiques au niveau de la détection, de l'électronique, on arrive à aller sonder des choses de plus en plus fines et de plus en plus compliquées à voir parce que ce sont des événements rares. Donc avant, on n'avait pas les intensités faisceaux, on n'avait pas les efficacités de détection pour aller les voir et on continue vraiment de creuser et on avance petit à petit. Tu nous dis que le noyau est un objet quantique qui peut être traité de façon classique, c'est à cause de sa taille, c'est à cause du fait que tu les prends un par un? Il peut pas être, certaines de ses propriétés peuvent être expliquées de façon classique. Le fait, c'est que, en fait, Est-ce que tout le monde est au courant de cette nuance entre physique quantique, physique classique, ou est-ce que ça vaut le coup que Marine nous en dise un mot peut-être? Tu fais un peu de vulgarisation sur la notion de physique quantique? Ouais, alors c'est compliqué vulgariser là. Je suis un peu triste que ça tombe sur moi là. Merci. Le président a fait ça très très bien dans son discours inaugural, entre nous. Oui, alors je n'étais pas au discours inaugural, donc je vais en dire un mot et après je vous passe la parole. Dans la mécanique quantique. Donc dans quantique, il y a quantifié, il y a le quantique nous dit quantifié, c'est-à-dire que les énergies, en fait, on va pas avoir de linéarité dans les énergies, en fait, ça va pas être continu, on va pouvoir prendre que des énergies discrètes. Alors j'ai dit ça, j'ai rien dit en fait. L'idée c'est que dans notre monde, à notre échelle, on décrit très bien les lois de la physique par la mécanique classique, c'est-à-dire typiquement la mécanique de Newton. On comprend les accélérations, les vitesses, la gravité, à notre échelle, on comprend bien les choses. On comprend bien les choses parce qu'on modélise les objets par une forme, par un point, ou alors par une onde. Par exemple, typiquement, quand on jette un caillou sur une mare, on va voir des petites ondulations, on voit une onde. Donc le concept d'onde, on l'a bien, le concept d'objet, on l'a aussi. Donc on arrive à visualiser les choses. Le problème de la mécanique, sauf que ces lois-là, dès qu'on arrive au niveau de l'atome, eh bien on n'arrive pas à reproduire. On n'arrive plus à reproduire les propriétés au niveau subatomique. Donc il y a eu cette nouvelle théorie qui est arrivée dans les années 1900, où alors on définissait les objets à la fois comme une onde et comme une particule, mais pas que, c'est aussi autre chose. Et donc là, c'est là apparemment qu'il y a eu un super discours inaugural. Je te passe la parole pour compléter. J'ai adoré l'image qu'a utilisée Monsieur le Président des Utopiales. Il parlait d'un ornithorynque. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, par raccourci ou par habitude, on dit souvent de façon très fausse que les objets quantiques sont à la fois des ondes et des particules, sauf qu'ils ne sont pas à la fois des ondes et des particules. Ils ont parfois des comportements ondulatoires et parfois des comportements corpusculaires. Et Monsieur le Président disait, c'est comme un ornithorynque. Ça peut ressembler à un canard ou ça peut ressembler à une taupe, mais c'est ni un canard ni une taupe et ni à la fois un canard et une taupe. C'est une autre catégorie d'objets qui peut avoir des comportements de canard et qui peut avoir des comportements de taupe. Voilà. Donc pareil pour le monde quantique. C'est un monde qui est du coup extraordinairement contre-intuitif pour nous, parce qu'il faut imaginer quelque chose qui a des comportements différents selon la façon dont on l'observe.
Et c'est un poil compliqué du coup. Ouais. Et c'est un vrai problème. La représentation est un vrai problème, quoi, dans le monde quantique. Et donc je t'ai interrompu dans ta description des noyaux et des expériences que tu menais. Non. J'ai perdu le fil aussi, moi, du coup. Sur les... non, je crois que j'avais globalement fait le tour sur les enjeux d'essayer de vraiment caractériser cette interaction forte qui est, à mon sens, l'interaction qu'on connaît encore le moins à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les autres, on les comprend quand même bien. Je veux dire, l'électromagnétisme, on comprend bien. On a plus... Il y a encore des soucis, mais celle qu'on comprend vraiment le moins, c'est l'interaction forte. Et parce que voilà, déjà à mon échelle, donc à l'échelle du noyau, on n'a pas une description de l'interaction forte qui permet de reproduire les propriétés donc de l'hydrogène le plus petit jusqu'à l'oganesson. C'est-à-dire qu'on a un groupe de théoriciens qui va nous dire voilà, l'interaction forte dans les noyaux légers, elle ressemble à ça, et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on a des théories qui marchent très très bien et qui ont un très bon pouvoir prédictif, où on arrive à avoir les prédictions avant d'avoir les résultats expérimentaux. Donc ça c'est pas mal. Mais ça marche par région de masse de noyaux. On n'a pas de connexion entre les masses. Et ça, c'est déjà mon échelle, mais on en parlait aussi. Quand on n'a même pas la connexion avec l'interaction forte au niveau particules en tant que gluon et pion. On devine assez bien pourquoi l'interaction forte s'appelle comme ça, mais est-ce que tu peux nous donner une idée de sa portée? Quand est-ce qu'elle devient dominante? Quand est-ce qu'elle devient dominante? Oui. C'est une question, si je peux te couper, c'est une question d'intensité. Si on va faire une expérience de pensée, parce qu'on est très fort aux utopiales pour ça, et donc on va prendre 2 quarks up. Donc imaginez les quarks up. Moi perso j'y arrive pas, allez-y je vous laisse faire. Et on les place à une distance l'un de l'autre extraordinairement petite, de 10-18 mètres, qui est alors là purement quantique évidemment. Et on regarde les intensités relatives des différentes interactions, parce que les quarks c'est sympa, ils sont sensibles à toutes les interactions, donc des différentes interactions qu'ils exercent l'un sur l'autre. Et si artificiellement on dit l'interaction électromagnétique a une intensité de 1, alors l'interaction forte à 10-18, elle aura une intensité de 60, elle sera 60 fois plus intense que l'interaction électromagnétique, donc elle est forte. L'interaction faible, elle sera, je crois, quelque chose comme 0,8, donc plus faible que l'interaction électromagnétique et que l'interaction forte. Et alors juste pour vous faire rigoler, pour vous dire pourquoi on ne parle pas de gravité chez nous, l'interaction gravitationnelle entre les 2 quarks up sera de l'ordre de 10 puissance moins 41. Autrement dit, nous, on l'oublie, elle est négligeable. J'ai pas dit qu'elle n'était pas là, les quarks sont massifs, ils exercent une interaction gravitationnelle l'un sur l'autre, mais 41 ordres de grandeur plus faibles que les autres interactions, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, forte, faible et... Et tu demandais la portée c'est la taille du noyau en gros, hein. C'est-à-dire que dès que... En fait c'est paradoxal parce qu'elle est d'autant plus forte que les objets essayent de s'éloigner, donc ils ne peuvent pas s'éloigner en fait. Donc 2 quarks ne peuvent pas s'éloigner loin l'un de l'autre parce qu'ils sont collés l'un à l'autre par l'interaction forte, et c'est dans une certaine mesure pareil pour les protons et les neutrons à l'intérieur d'un noyau. Et donc là, on n'a jamais vu l'interaction forte aller plus loin que la taille d'un noyau, donc 10-14 mètres. Donc c'est un atome, c'est 10 mètres, un angstrom. Et le noyau, c'est en gros une mouche sur un terrain de foot par rapport à l'atome. Donc c'est vraiment tout petit. Et l'interaction forte, sa portée, elle est toute petite. C'est pareil pour l'interaction faible aussi. Mais elle colle rien à l'interaction faible, donc on n'a pas la même image, quoi. Alors que l'interaction électromagnétique, elle a une portée infinie. Évidemment, son intensité décroît, mais avec la distance, mais par contre, elle a une portée infinie. Nathalie, puisque tu avais le micro, est-ce que tu veux nous parler aussi un peu de tes expériences? Il y a quelque chose, moi, que je trouve très intéressant sur cette table ronde, c'est qu'on est tous à des échelles différentes, soit en température et en énergie, c'est ce qui nous sépare, Raphaël et moi, soit carrément en échelle de taille. Hein, c'est Marine qui nous sépare. C'est vrai que c'est Marine qui est entre nous. Soit des échelles de taille, parce que Marine, elle regarde des objets qui, pour moi, sont énormes. Mais il y a quelque chose qui nous relie, on fait toujours la même chose. Comme on est dans le monde quantique, subatomique, donc qui est complètement inaccessible à nos 5 sens et qui ne nous est accessible que via des expériences de physique qu'on confronte à des modèles. Et on a tous ce même métier d'expérimentateur qui consiste à, Marine en a un peu parlé, à aller titiller des modèles, les
pousser dans leur dernier retranchement pour savoir si on comprend quelque chose. Donc nous, on ne fait que modéliser cette matière étrange qui est subatomique et essayer de voir si nos modèles reproduisent bien ou prédisent bien ce qu'on va voir dans nos expériences. Et ça, c'est quelque chose qui nous relie. Mais le truc qui est marrant et qu'on aimerait bien faire, c'est que, après tout, on est en train de parler de la même matière. Avec les quarks de Raff, on fait des protons, on fait tourner mes électrons autour et hop, on a l'atome de Marine. Et néanmoins, on utilise chacun des modèles différents qu'on a du mal qu'on sait pas faire, d'ailleurs c'est pas qu'on a du mal, on n'y arrive carrément pas, à relier entre eux. Et ça, c'est un travail intéressant, donc de pousser les modèles non seulement dans leur retranchement en ce qui concerne un domaine, une échelle donnée, mais aussi d'essayer de voir comment ils se comportent quand on va vers les autres domaines en énergie ou en taille. Alors au LHC, c'est ça qu'on fait, au LHC ou dans toutes les expériences de physique des particules, sur collisionneurs en particulier, on teste ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui nous rend tous absolument schizophrènes, parce que c'est un modèle absolument... C'est une construction de pensée humaine qui a un pouvoir prédictif hallucinant, qui colle à l'expérience avec parfois un nombre de chiffres derrière la virgule complètement époustouflant, c'est-à-dire que tous les calculs de paramètres qu'on fait avec ce modèle correspondent aux observations expérimentales, mais vraiment c'est redoutable. Sauf que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans ces utopiales, dans d'autres tables rondes, ce modèle-là, ça ne reste qu'un modèle et il ne décrit qu'un certain domaine de la physique, à savoir la physique des particules, et il ne décrit pas tout, loin de là. On a parlé de la matière noire, il décrit pas la matière noire, ça on le sait. Il a du mal à se confronter aux propriétés étranges des neutrinos, il y a plein de choses qui lui échappent. Donc on sait que ce modèle, ça ne reste qu'un modèle avec un domaine d'application, et donc il est génial, et en même temps on essaye tous de le démolir, voilà, ou plutôt de chercher, donc on l'adore, et en même temps on lui tape dessus, c'est-à-dire qu'on cherche tous à essayer de comprendre à quel moment, ou plutôt dans quelle partie de ces prédictions il est un petit peu foireux, pour voir où est-ce qu'on va aller au-delà, où est-ce qu'on va aller trouver la nouvelle physique. Ouais, pour rebondir là-dessus, dans le monde subatomique, tout va bien en fait. Le modèle standard arrive à prédire, comme tu disais, ça va jusqu'à 10 ordres de grandeur, c'est-à-dire des nombres dont on connaît 10 chiffres. Donc un théoricien calcule une observable, quelque chose qu'un expérimentateur pourra mesurer. Il donne 10 chiffres après la virgule, si vous voulez, et puis nous on mesure et on trouve la bonne chose. Alors c'est dans des cas assez précis du modèle, mais c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est arriver à plus de 10 chiffres. Ouais. Donc ça marche bien. La découverte du boson de Higgs en 2012, c'est génial. C'est une particule qui était prédite avec un mécanisme complexe, inédit, c'est-à-dire que c'est une forme de particule qu'on n'avait en fait jamais vue, prédite par les théoriciens pour expliquer la masse des autres particules, parce que sinon on n'y arrivait pas dans les années 60, et on la découvre en 2012. C'est la dernière particule du modèle standard qui est fermée aujourd'hui, c'est-à-dire que cet ensemble, il marche très bien sans qu'on ait besoin d'y rajouter quelque chose. Il y a sûrement d'autres choses, mais on n'en a pas besoin. Et tout ce qu'on calcule, tout ce qu'on observe dans le monde subatomique, et parfois avec des précisions diaboliques, ça marche. Le problème, tu as commencé à le dire, c'est que quand on regarde, on ne comprend pas le cosmos avec ça. On comprend très bien le monde subatomique, pas de problème. Il y a des endroits où on n'est pas capable de faire les calculs, je vais y revenir, mais on comprend. Par contre, quand on regarde l'univers, la symétrie entre la matière et l'antimatière dans l'univers, elle semble pas être... On a l'impression, quand on fait les calculs, qu'on ne peut pas la produire avec ce qu'on connaît du monde subatomique. Et puis la matière noire, on sait, et même l'énergie noire, on sait quand on observe le cosmos qu'il doit exister d'autres particules qu'on n'a pas encore vues. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs de la physique des particules aujourd'hui, c'est essayer de comprendre quels sont... les deux exemples les plus importants, c'est la matière noire et puis peut-être la symétrie matière-antimatière. L'autre, tu parlais des enjeux, donc l'autre chose qui est importante, c'est lié comme tu disais, à l'interaction forte. L'autre chose qu'on ne comprend pas, c'est l'émergence de la complexité. C'est-à-dire qu'on comprend très bien l'interaction forte quand elle est très élémentaire, quand il n'y a que deux quarks qui interagissent à assez haute énergie l'un avec l'autre. On peut faire des calculs, ça marche bien. Il n'y a pas de 10 chiffres significatifs, il y en a beaucoup moins, mais ça marche. Par contre, on ne comprend pas du tout, alors on a plein d'idées, mais on n'est pas capable de calculer comment on passe des quarks aux protons, par exemple. Et puis pareil, comme tu viens de le dire, on n'est pas capable de calculer comment on passe de protons et les neutrons au noyau. C'est pas prédictif. On peut faire des modèles, on observe, on comprend que ça marche, on donne un modèle, mais on peut pas, à partir des premiers principes, à partir du modèle standard, remonter toute cette chaîne. Donc ça, c'est un des autres enjeux que moi je trouve fascinant, c'est cette émergence de la complexité.
Et oui. Pourtant, tu nous parlais tout à l'heure de remonter quasiment jusqu'au Big Bang, donc on peut remonter non pas des objets, mais quasiment à tout l'univers. Comment fais-tu ce pont-là? Oui, alors ça c'est un argument. On dit souvent au CERN qu'on produit de la matière telle qu'elle était au début du Big Bang. Alors le Big Bang, vous voyez tout ce que c'est. Hein, c'est l'idée, quand on observe quand on observe l'univers, on a des indices très très forts qui laissent penser que tout provient d'une singularité initiale où tout était infiniment concentré, infiniment petit. Au début il y a 13,7 milliards d'années, c'est ça? Donc il y a ce modèle cosmologique qui dit ça, et donc si c'est le cas, et quand on remonte le temps, l'énergie est de plus en plus concentrée, les particules sont soumises à des énergies de plus en plus fortes, elles interagissent de plus en plus fortement les unes avec les autres, il n'y a plus de protons, il n'y a plus de neutrons quand on remonte le temps. Il doit plus y avoir. Bon, déjà, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de planètes, il n'y a plus de nous, évidemment. Et puis, à un moment, on se heurte à cette bulle d'univers primordial dans lequel tout ce qui se passe, c'est des interactions entre particules. Et donc, dans une certaine mesure, c'est ce qu'on essaye de reproduire en laboratoire. Alors, ça dure beaucoup moins longtemps, évidemment, que ça ne l'était au moment du Big Bang. Donc, en gros, hein, les quarks ont cessé d'exister quelques microsecondes après le début du Big Bang. Donc ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et nous, quand on essaye de reproduire cet état-là, ça dure 10-23 secondes. C'est-à-dire 0 avec 22 0 et 1 seconde. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est en essayant de concentrer une forte densité de matière et donc une grande température, on essaie de reproduire des conditions qui étaient celles de l'univers au tout début. Mais c'est infini, ça dure pas très longtemps. Hein. Nathalie parlait de gravitation, de problèmes liés à la gravitation tout à l'heure. C'est des choses que tu retrouves quand tu parlais de Big Bang. Le Big Bang est associé aussi à des très très grandes masses. Ouais, alors là, justement, non. Oui, le Big Bang est associé à de très grandes masses. Mais nous, non, parce que nous, à la fin, on n'utilise que des noyaux. Hein. Donc on fait se rentrer ensemble des noyaux. Donc on n'a pas plus d'énergie ou de masse que ce qu'il y avait dans la masse et surtout dans l'énergie des noyaux qu'on envoie ensemble. Et tout ça, la partie gravitationnelle de cette énergie-là, c'est les nombres qu'on disait tout à l'heure, elle est ridiculement faible. En fait, donc cette partie de l'univers primordial, si je puis dire, l'aspect vraiment... gravitation, formation des structures, ce genre de choses-là, dans les collisions de l'infiniment petit, on n'adresse pas du tout cette question-là. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais les ordres de grandeur des différentes interactions. Donc la gravitation, c'est 41 ordres de grandeur plus faibles que l'interaction électromagnétique. Il se trouve que néanmoins, il y a tout un programme de recherche au CERN avec plusieurs expériences qui essayent de voir comment tombe l'antimatière. Donc on essaye effectivement d'étudier la gravitation avec des choses qui sont atomiques ou subatomiques. En l'occurrence, on va essayer de faire tomber des anti-atomes d'hydrogène. Je ne sais pas s'il faut dire anti-atome d'hydrogène ou atome d'anti-hydrogène. Peu importe, c'est donc un antiproton avec un anti-électron qui tourne autour. Mais vous voyez bien que comme il y a 41 ordres de grandeur entre la gravitation et les trois autres interactions, il faut en quelque sorte se débrouiller expérimentalement pour gommer les effets des trois autres interactions pour pouvoir observer l'effet de la gravitation sur ces anti-atomes d'hydrogène. Donc c'est pas de la tarte, c'est des programmes de physique qui sont extraordinairement compliqués à mettre en œuvre. Mais donc on essaye quand même d'étudier la gravitation au niveau subatomique. Il y a des programmes qui sont faits et résultat dans 2 ans après le grand arrêt le long shutdown du LHC. Marine évoquait tout à l'heure l'une des grandes révolutions scientifiques du début du XXe siècle, la révolution quantique. L'autre grande révolution qu'on associe souvent, c'est celle de la relativité. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté? Est-ce que vous atteignez des vitesses relativistes facilement? Ah oui, tout le temps, oui. Non, mais donc dans la relativité, alors c'est la relativité restreinte, hein, c'est pas la relativité générale qui concerne plus la gravitation et les grandes structures, mais dans la relativité, il y a cette histoire que le temps passe pas de la même façon pour tout le monde. Et nous, nos particules, clairement, le temps passe pas de la même façon pour elles que pour nous. Et tout le temps, enfin, dès qu'on voit une particule, elle va très très vite, très proche de la vitesse de la lumière. Et son temps de vie, c'est-à-dire si vous créez une particule dans le laboratoire et qu'elle bouge pas trop, elle aura un temps de vie donné, c'est-à-dire qu'elle a une probabilité de se désintégrer au bout d'un certain temps. Et il y a un temps caractéristique très précis. Mais si elle va vite, et c'est le cas de toutes nos particules, ce temps, il devient beaucoup plus long, en fait. Et donc ça, oui, enfin, toutes nos particules sont relativistes, pour la plupart. Il y a des conditions dans lesquelles elles le sont moins. Et l'autre exemple, c'est que moi, avec mes noyaux qui sont des objets assez gros,
gros, vous vous souvenez, c'est pas très gros. Hein. Et donc l'autre effet de la relativité, c'est que en même temps que le temps se dilate, c'est-à-dire que le temps passe moins vite pour les gens qui vont vite, les distances se contractent. C'est-à-dire que quand moi je regarde un noyau qui est accéléré, en fait c'est une crêpe, c'est plus une boule. C'est plus une boule comme vous pouvez en avoir à l'intuition, elle devient complètement aplatie et par des facteurs 100 quoi. C'est-à-dire que si elle est accélérée dans cette direction-là, le rayon dans cette direction-là, il devient extrêmement petit vu de l'extérieur et donc en particulier vu de l'autre noyau qui lui fonce dessus. Donc oui, enfin, on est en monde relativiste. En fait, c'est tellement familier pour nous qu'on le dit pas, donc on n'arrête pas de dire les particules sont des objets quantiques, mais en fait, ils sont tous, enfin, c'est quantique relativiste. Hein. Et même techniquement parlant, en fait, toutes nos expériences, on les fait. On parle pas de la vitesse des faisceaux qu'on accélère, mais c'est des vitesses relativistes. Au Ganil, typiquement, on accélère jusqu'à un tiers de la vitesse de la lumière. Donc... Oh, pour comme ils sont lents, j'y crois même pas. Alors, nos protons au LHC, c'est 99,9999991% de la vitesse de la lumière. Ouais, mais on est quand même relativiste. C'est vrai. Bon. Moi, je suis presque tenté de donner la parole à la salle, si vous avez des questions pour nos physiciens. Non, on a réussi. Oui. On a perdu tout. Merci, bonjour. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une particule qui avait une durée de vie et qui pourrait se désintégrer. Et donc, elle devient quoi, en fait ? D'autres particules. La désintégration, c'est juste... Donc, une particule, ça a une certaine masse. Et donc, les particules qui peuvent se désintégrer, elles peuvent pas toutes se désintégrer, mais donc leur masse enfin, elles changent de nature, et leur masse devient d'autres particules et un petit peu d'énergie, E égale mc2, pour ces autres particules. Donc, je sais pas, l'exemple des noyaux, ils se désintègrent. La première fois qu'on a vu des particules se désintégrer, c'est des noyaux, en fait, c'est le début de la radioactivité, en fait. Hein. Et ça s'applique un peu à toutes les particules. Par exemple, je sais pas, un muon, le grand frère de l'électron, peut se désintégrer en un électron et deux neutrinos. Donc il y a toute une zoologie comme ça de désintégration. Il y a un bouquin qui est épais comme ça, qui liste toutes les propriétés des particules et en particulier toutes les façons qu'ont les particules de se désintégrer. Alors évidemment, elles se désintègrent en des particules de plus en plus stables et on finit par arriver aux particules stables et c'est tant mieux parce qu'on est composé de ces particules stables et donc on peut être là pour en parler, n'est-ce pas ? Sinon... Ouais, les particules stables, c'est l'électron, le proton. Alors, pas le neutron, mais en se mettant ensemble avec des protons dans des noyaux, il y a certains noyaux qui sont stables. Je disais 300 noyaux qui sont stables. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein, le photon, et c'est tout, je pense. Ouais, le neutrino, mais il oscille, donc... Voilà. Une autre question ? Bonjour, déjà, mais merci pour ces interventions. Moi, j'avais une question pour chacun de vous qui est expérimentateur, du coup, mais on va passer plus peut-être dans la théorie. C'est, est-ce que vous croyez en une théorie universelle qui regrouperait tous les modèles et toutes les... Enfin, vous, personnellement, voilà, chacun. C'est notre espoir, hein, mais... Non, alors, déjà, dans chacun des domaines dans lesquels on travaille... On cherche déjà à unifier les choses parce qu'on va vers l'élégance, on va dire. Donc on va vers on aimerait bien une réponse universelle. Mais à mon sens, la question encore plus intéressante, c'est comment on fait les ponts entre nos différentes échelles d'énergie ou de taille. Parce que la grande théorie du tout, faudrait qu'elle explique comment on passe de ma particule élémentaire à son noyau, des noyaux aux molécules, des molécules aux vivants, aux cellules, etc., etc. Donc, alors celle-là, il y a du boulot. Avant d'aller vers une théorie du tout, il faudrait déjà qu'on arrive à connecter, qu'on parlait de l'interaction forte, typiquement qu'on arrive à connecter juste l'interaction forte entre nos différentes échelles, ce serait déjà très très beau. Et moi, pour répondre à la question, c'est non. Moi, j'y crois pas à la théorie du tout. Après, il faut faire attention avec ce que je dis parce que je croyais pas au boson de Higgs non plus. Donc, mais
cette idée que les 4 interactions, par exemple, pourraient provenir d'une seule interaction primordiale initiale, je vois pas pourquoi, moi, en fait. Souvent, les gens les partisans de cette théorie du tout, les théories grandes unifiées, tout ça, donnent l'exemple de l'interaction électro-faible, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins réunifié l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, mais en fait, c'est pas vrai. On connaît pas l'interaction qui était avant et qui donne ces deux-là. On a mélangé 2 interactions, elles se mélangent, on constate expérimentalement qu'elles se mélangent, mais il n'y a pas une théorie électro-faible, il y a en fait 2 théories, enfin, pour les spécialistes, c'est 2 groupes différents qui se mélangent. Mais on n'a pas une vraie théorie unifiée déjà de l'électrofaible. La vraie, je pense que le spectre de l'unification, ça vient de Maxwell en fait, ça vient de l'électromagnétisme. Oui, c'est-à-dire que la vraie unification qui a eu lieu, c'est entre l'électricité et le magnétisme. Comprendre que le magnétisme c'est lié aux charges qui bougent, aux charges électriques qui bougent et vice versa. C'est ça la vraie unification. C'est ça le vrai moment dans la science fondamentale à laquelle on a fait une unification. Mais depuis, pour moi, il n'est pas prouvé que ça doit converger, qu'il doit y avoir une théorie du tout. Non, mais là, je te rejoins. Moi, j'ai aucune préférence personnelle sur ce qui peut arriver et tout, mais c'est un peu le sens de l'histoire. En physique, on découvre des choses, ça devient très foisonnant, très bordélique, si j'ose le mot, et puis on finit par trouver une loi sous-jacente et se dire « Ah tiens, c'est plus simple et c'est plus élégant ». Par exemple, le tableau de Mendeleïev, là, c'est Marine la spécialiste, mais à un moment, on s'est retrouvé avec, je crois, à l'époque, une 60aine d'éléments différents. On se disait « C'est quoi ces trucs ? Pourquoi ils sont tous différents ?» Et Mendeleïev les classe, et finalement, ce classement, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'il y a un ordre dans toujours un proton de plus quand je me déplace sur une ligne du tableau de Mendeleïev, et donc le classement nous dit ah bah tiens, il y a une structure sous-jacente en protons et neutrons. Et puis après il se trouve qu'on a fait la même chose en physique des particules. On s'est aperçu qu'on avait des tonnes de particules qu'on pensait élémentaires, et ça devenait trop foisonnant, puis finalement on s'est aperçu que ça représentait en fait une structure sous-jacente en nombre de quarks, en quarks différents qui les composaient. Donc quelque part l'histoire de la science c'est ça, c'est on voit tout un tas de trucs qu'on comprend pas, puis on finit par trouver une loi sous-jacente, mais ça va pas forcément vers, je rejoins Raph, pas forcément vers une unification, pas forcément vers un grand tout. C'est plus une notion d'élégance, hein. C'est vrai que après, qu'il y ait une théorie ou plusieurs, bon, c'est pas si frustrant que ça d'en avoir plusieurs. C'est une notion d'élégance. C'est vrai que quand Maxwell a résumé en 4 équations tout ce qu'on savait de l'électricité et du magnétisme, c'est quand même assez, c'est beau, quoi. Voilà, avec 4 équations très simples, il arrivait à tout décrire. C'est vraiment plus, une notion d'élégance à mon sens que. Je vais vous citer Einstein, un grand monsieur quand même, qui disait everything should be made as simple as possible, but not simpler. Autrement dit, on doit essayer de rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples que possible. Donc, faut pas non plus aller dans la sursimplification. Et justement, quand on regarde les théories grandes unifiées, donc il y a le grand, enfin on l'a dit tout à l'heure un peu, un des fantasmes de plein d'entre nous, c'est d'avoir un jour une théorie microscopique de la gravitation. On n'a aucune idée de comment la gravitation marche au niveau microscopique, précisément parce qu'on peut pas la voir. C'est ce que tu disais. Au début, elle est écrantée par les autres interactions dès qu'on regarde un système, on la voit pas, quoi. Et cette idée-là, ce fantasme-là, il mène à des théories dans lesquelles on vivrait dans un monde à 13 dimensions. Alors aux Utopiales, c'est génial, ça fait de la science-fiction, c'est top, mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout le résultat. Alors il faut le tenter, ça, il faut réfléchir à une théorie quantique de la gravitation, mais quand on regarde le résultat, c'est quand même diaboliquement compliqué, quoi. Et donc pour moi, ça a tendance à invalider un peu la volonté initiale de vouloir les réunifier, sachant que la gravitation, on n'a jamais vu son comportement à petite échelle. Ça commence à l'ordre du millimètre, la gravitation. On n'est jamais descendu en dessous de l'ordre du millimètre sur les effets gravitationnels. On voit tomber des condensats de Bose-Einstein au niveau oui, de l'atome, ça se fait. Mais il tombe surtout parce qu'il y a une grosse planète en dessous. Et il tombe sur des distances... donc c'est... Comment c'est l'inverse de sub, extra, je sais pas, ex millimétrique, supra-millimétrique, merci. Oui, bien sûr, on a vu des petits objets tomber, ça je suis d'accord. Mais on ne les a pas vus interagir avec 2 petits objets, interagir par interaction gravitationnelle, on l'a jamais vu. Et donc si ça se trouve, alors je dis ça, on n'est pas très nombreux à dire ça, si ça se trouve, juste la gravitation, elle s'arrête. Elle n'existe pas du tout dans le monde microscopique. Moi, si un jour un théoricien me dit j'ai un super modèle qui explique tout, dans lequel juste il faut éteindre la gravitation quand on arrive à des petites échelles, moi ça me dérangerait pas particulièrement, quoi. On est parti loin. Hein, là. Oui. Une autre question ? Question devant. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que y a des scientifiques qui réfléchissent à une alternative à la théorie du Big Bang, ou est-ce que c'est juste complètement admis dans la Alors, oui, j'entends Nathalie qui murmure, c'est pas nous ça. Oui et non. Le Big Bang est bien assis maintenant quand même. C'est-à-dire, pendant toute une époque, il y avait beaucoup de gens qui réfléchissaient à des alternatives. Aujourd'hui, on a des faisceaux d'observation assez clairs qui montrent que tout provient d'un même endroit infiniment. Un des arguments, c'est quand on regarde ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire on regarde, il y a une lumière qui nous arrive de partout dans l'univers, de derrière, de devant, de partout, et cette lumière, elle est extrêmement uniforme. C'est-à-dire que les propriétés de ces photons-là, c'est les mêmes que l'on regarde ici et qu'on l'on regarde là. Et donc c'est un des arguments pour le Big Bang, qui semble montrer qu'en fait, forcément, si la température, si on peut dire, de ce rayonnement qui nous arrive de partout est la même, et c'est de l'ordre de 10-5 les variations, hein, c'est-à-dire que c'est la même avec 5 chiffres significatifs, et puis après il y a des variations, et ces variations sont super intéressantes, elles nous informent sur l'univers primordial. Mais le premier argument, c'est vraiment ça, c'est que comme cette température est extrêmement uniforme, ça veut bien dire que ce qui est là-bas, ça a dû parler à ce qui est derrière moi il y a très longtemps. Donc c'est le premier argument pour le Big Bang. Si avec celui-là, on ne croirait pas forcément au Big Bang, hein, mais il y en a d'autres un peu plus compliqués. Il y a soit le diagramme de convergence qui fait qu'il y a plusieurs indices dans des domaines très différents. Hein. Bon, en gros, il y a la formation des noyaux dans l'univers primordial, c'est-à-dire le nombre d'hélium, le nombre d'hydrogène qu'on observe, ça rentre bien aussi dans un modèle de Big Bang. Et puis il y en a 2 ou 3 autres comme ça, c'est un faisceau de présomption. Pour répondre à votre question, le mot important c'est modèle. Hein. Encore une fois, tout ce qu'on fait nous, c'est tester des représentations de choses auxquelles on n'a pas accès de façon immédiate. Hein. Donc moi, ça me gênerait pas que le modèle du Big Bang se casse la figure, comme ça me gênerait absolument pas que mon modèle standard se casse la figure. S'il y a un autre modèle aussi cohérent, aussi prédictif, qui prend le pas, ou alors même une autre façon de penser. Moi, là, en ce moment, je trouve que la physique des particules, au point où on en est arrivé, avec ce modèle standard qu'on n'arrive pas à déboulonner. Ça se trouve, faut juste penser hors des clous. Si ça se trouve, faut changer de paradigme et changer de façon de penser. On pense plus en champ, on pense plus en corpuscule. Je suis pas capable de le faire, hein. Mais encore une fois, faut bien se mettre dans la tête que toute notre connaissance de l'univers, et elles sont grandes. Je suis pas en train de minimiser les centaines d'années de boulot de physiciens, théoriciens, expérimentateurs. Mais ça reste une représentation qu'on a de la réalité via des modèles théoriques. Donc la réponse à la question, c'est oui, il y a des théoriciens qui inventent des trucs, mais ils sont peu nombreux et puis on les abat, quoi. Non, mais il y a les 2 modèles standards. Le modèle standard de la cosmologie et le modèle standard de la physique des particules marchent terriblement bien. Si quelqu'un veut inventer autre chose, il est le bienvenu, mais il faut que ça marche, quoi. Il faut que ça rende compte de tout ce qui a été observé. Et moi, je ne connais pas d'autres candidats aujourd'hui. Question devant. Oui, bonjour. Vous avez expliqué, vous baignez dans le monde relativiste. Par rapport aux espaces, les dimensions d'espace, vous travaillez à quelle dimension ? 3, 4, 12 ? Ah, le nombre de dimensions ? Oui, est-ce qu'il y a un modèle ? C'est lié à un modèle lié à des dimensions particulières ? 4. C'est relativité restreinte de base, donc 3 dimensions d'espace et une dimension de temps qui se mélangent par la relativité restreinte. Le temps et l'espace. Le temps s'arrête pas. Le temps s'arrête pas. Le temps s'arrête pas, non. Enfin, je crois pas. Ou alors je m'en suis pas rendu compte, mais je pense qu'on peut pas s'en rendre compte s'il s'arrête en fait. D'autres questions ? Désolé, on a des spots dans les yeux, on voit pas très bien les mains qui se lèvent. D'autres questions à la salle ? Oui, bonjour. Vous avez parlé de recherche fondamentale. Est-ce que vous seriez amené à être impliqué dans des recherches appliquées, des recherches industrielles ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est marrant comme question parce que c'est vrai que ça revient assez régulièrement et c'est très intéressant comme question. C'est vrai qu'il y a toujours un décrochage entre la physique fondamentale et la physique appliquée parce que nous, notre but en tant que physiciens expérimentateurs, mais surtout physiciens fondamentaux, c'est de comprendre, alors ça fait un peu toujours pompeux de le dire comme ça, mais c'est de comprendre les lois de l'univers. Donc c'est notre but ultime, c'est comprendre le monde. Après, il y a toujours un décalage vraiment de quelques dizaines d'années, voire plus.
entre ce qu'on va découvrir, si on découvre quelque chose, et les applications. Après, donc j'ai envie de dire, alors moi en ce moment, je suis incapable de vous dire si les résultats que je sors, ils vont servir à quelque chose un jour en tant qu'application, j'en sais absolument rien. Par contre, on peut quand même citer quelques exemples de choses qui ont été sur le point de vue physique. En matière condensée, typiquement, il y a eu des révolutions, mais pour donner un exemple surtout d'application beaucoup plus directe, c'est au niveau des technologies qu'on utilise. C'est-à-dire que là, il y a une échelle de temps qui est beaucoup plus courte. Parce que en fait, comme on fait des expériences qui nécessitent des développements techniques ultra poussés, en fait, on va développer des systèmes de détection, des électroniques, des systèmes de stockage de données ultra performants qu'on va vraiment pousser aux limites. Et souvent, en fait, tous ces systèmes de détection après sont repris par les industriels. Il y a des gens qui vraiment voient en ces développements des applications beaucoup plus rapides, efficaces. Et en fait, un exemple que j'aime bien citer, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques mois, années, de la découverte d'une cave dans la pyramide en Égypte. En fait, c'était donc l'année dernière. Et en fait, cette cave dans la pyramide, ils l'ont découverte grâce aux muons. Donc les muons sont des particules qui sont créées suite à l'interaction des rayons cosmiques dans les hautes couches de l'atmosphère. Ces muons nous bombardent tout le temps, et en fait ils bombardent donc entre autres aussi la pyramide, et en fait en regardant les muons qui vont traverser ou non la pyramide et en mettant un détecteur derrière, on a pu découvrir une nouvelle cave dans cette pyramide sans percer rien du tout, donc un mode de détection qui n'est pas du tout destructif. Et la technologie qui était utilisée pour détecter ces muons, c'est une technologie qui s'appelle la technologie micromégas. Et micromégas, c'est un détecteur qu'on connaît bien parce qu'il a été développé dans les années 1990 pour des expériences de physique des particules. Au CEA. Voilà. Chez nous. Et donc, je suis pas au CEA, donc je peux le dire. Et du coup, je trouve que c'est un des très bels exemples d'application rapide d'une technologie qui a été développée pour la physique fondamentale et qui a maintenant vraiment en plein essor au niveau des applications. Et c'est des physiciens comme vous et moi. Enfin, nous trois, je crois qu'on n'a pas d'activité comme ça, mais il y en a qui en ont. C'est un vrai physicien nucléaire qui a fait ça. Alors moi, c'est ce que j'appelle des oups, on n'a pas fait exprès, mais c'est utile. C'est-à-dire que c'est pas le but direct de notre recherche. Encore une fois, comme disait Marine, le but direct de nos recherches, c'est de comprendre quelque chose. Après, il y a des physiciens qui font de la physique appliquée et qui, avec nos nouvelles équations, notre nouvelle façon de modéliser le monde, vont trouver des applications. Et des applications directes, il y en a, mais comme disait Marine, le problème, c'est que on peut pas vous promettre que on vendra des X en barquette sur le marché après-demain, ou que ça servira, ou qu'on construira quelque chose avec des besoins. Non, la réponse est non, on fera jamais. Mais par exemple, la mécanique quantique, ça a débouché sur des développements en électronique qui sont partout là. On est entouré d'objets technologiques qui découlent directement de notre compréhension du niveau quantique de la matière. Donc il y a des débouchés directs. Comme c'est pas notre but, on peut, et puis d'ailleurs c'est assez difficile à faire, on a du mal à prédire quand est-ce que ça va déboucher directement. Mais au jour le jour, il y a énormément de débouchés indirects, effectivement. Il y a d'autres exemples qu'on peut citer, c'est l'IRM qui utilise des aimants qui ont été qui nous touchent directement. C'est dans le monde de la médecine, et qui utilisent des aimants qui ont été développés pour nos expériences de physique en général. L'institution dans laquelle il y a plus d'accélérateurs de particules aujourd'hui, c'est pas du tout les centres de recherche, c'est les hôpitaux. Il y a des centaines d'accélérateurs de particules dans les hôpitaux pour traiter le cancer. Et dans ce débat, le CERN s'est justifié parce que ça coûte assez cher, le CERN, donc plusieurs fois il a eu besoin de se justifier sur pourquoi on fait ce qu'on fait, et c'est valable pour d'autres centres de recherche évidemment. Donc ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire, surtout l'application des technologies, ça vient qu'en numéro 3 dans les justifications. La première justification, c'est le savoir, et c'est important. Notre but ultime, c'est juste de repousser les limites de la connaissance, et c'est le premier but, et c'est important. C'est quasiment
pareil, je vais utiliser des mots pompeux, c'est quasiment philosophique en fait comme besoin, quoi. Et ça reste le premier argument que le CERN met en avant. Le deuxième, c'est pas parce que aujourd'hui on n'a aucune idée de ce à quoi peut servir le boson de Higgs, par exemple, que demain il y aura pas une application géniale. Moi, l'exemple, on en a déjà donné quelques-uns, mais l'exemple que j'adore, c'est Hertz qui a inventé, enfin qui fait partie des gens qui ont inventé les ondes électromagnétiques, qui a dit qu'il ne voyait pas du tout à quoi pourraient servir les ondes électromagnétiques. Bah voilà, quand on vit dans le monde d'aujourd'hui, vous en avez dans les poches, dans vos poches, des ondes électromagnétiques, il y en a partout, quoi. La radio, la télé, évidemment, le téléphone portable, tout, quoi. Et donc ça, c'est le numéro 2. Moi, j'ai emmené 12 auteurs de science-fiction au CERN, dont certains sont peut-être ici, et j'ai organisé une rencontre entre des physiciens et des auteurs de science-fiction, et j'ai adoré le moment où un physicien du CERN, un Français, ils sont pas beaucoup les physiciens qui sont payés par le CERN, très bien payés par le CERN, qui aime bien la science-fiction et qui dit voilà, moi j'ai donné 30 ans de ma vie pour découvrir le boson de Higgs, j'ai aucune idée de ce à quoi il peut servir. C'est à vous, auteurs de science-fiction, c'est dans vos poches, dans votre camp, qui est la balle aujourd'hui, c'est à vous d'inventer à quoi il pourra servir un jour. Et la troisième justification qui est là, si on parle en termes de bénéfices sociétal proches, c'est ce qu'on disait, c'est que on a besoin pour faire ce qu'on fait de développer des technologies assez pointues qu'on ne développerait pas sinon. Alors, il y a d'autres endroits où ça se fait, le spatial, il y a d'autres champs de thématiques dans lesquels ça se fait. Et ces technologies qu'on développe, elles se trouvent avoir des applications assez rapidement, quoi. Moi, je crois que c'est le mot de la fin parfait. Donc je tenais à vous remercier tous encore une fois d'être venus, et puis nos 3 orateurs.